Les Vases d'Ussé, tome 3, l'Italie pour le meilleur et pour le pire. Suite. Samedi 8 septembre 2001. Éléonore et François n'avaient pas pris de vacances depuis février et les quelques jours pour le mariage de David. Ils avaient donc posé 4 semaines pour le mariage de Laurent et pour profiter ensuite d'un peu de temps libre pour eux. Ils avaient hâte car l'été en Normandie n'avait pas été très chaud. En dehors d'une première semaine de juillet vraiment estivale, il avait fallu attendre la mi-août pour avoir des températures de saison. Depuis la fin juillet, Lisa était sevrée. Elle avait maintenant 7 mois et demi. Elle savait très bien ce qu'elle voulait et commençait à tenir seule son biberon, à vouloir tenir sa cuillère. Elle attrapait tout ce qui était à sa portée et rampait à une vitesse impressionnante. En revanche, ses essais à 4 pattes étaient encore peu concluants. C'était une vraie pipelette qui prononçait de plus en plus de syllabes. Elle avait fait fondre son père la première fois qu'elle avait prononcé « papa ». Elle le menait d'ailleurs par le bout du nez et adorait mettre ses mains devant ses yeux pour l'encourager à faire coucou. Elle était toujours aussi souriante, même si, lorsque ses parents s'éloignaient un peu, elle pouvait se montrer inquiète. Elle exhibait fièrement ses premières dents, qui avaient valu quelques nuits agitées à ses parents. La famille Vasse, ainsi que Steph, Max et Sarah, enceintes de 6 mois et demi, qui faisaient partie de la famille, étaient arrivées juste avant midi à Rome pour le mariage de Laurent et Gabriella. David, Lindsay et Sean avaient fait le voyage en 2 temps. Ils avaient d'abord pris un vol Inverness-Paris et avaient dormi dans un hôtel proche de l'aéroport d'Orly où ils avaient atterri. Ils avaient retrouvé tous les autres Vasse pour le vol du lendemain qui les avait amenés dans la capitale italienne. Les parents, le frère et la sœur de la mariée étaient également arrivés. Les Mazzella n'allaient pas tarder à être là. Leur train était prévu à Termini vers 12h30. Et Thomas et Dieter devaient arriver avec Claudia à Fiumicino vers 12h30. Laura et Louis iraient chercher les Bavarois. Laurent et Gabriella voulaient initialement réserver des chambres à la Villa Médicis qui proposait des hébergements. La demeure historique du XVIe siècle, située au cœur de Rome sur la colline du Pincio, avait ouvert certaines de ses chambres au public. Les Français pouvaient ainsi un peu se retrouver sur leur territoire, puisque la villa était le siège de l'Académie de France à Rome, dont la vie s'organisait avant tout autour de ses artistes en résidence et des nombreuses manifestations artistiques et culturelles. Les chambres classiques, appelées aussi chambres passerelles, étaient auparavant des appartements de la résidence avec un accès grâce à une passerelle en bois et bénéficiaient d'une vue sur les jardins de la villa et le couvent de la Trinité des Monts. Il s'agissait de mini-appartements d'environ 40 mètres carrés avec un salon, une salle de bain avec douche et un loft avec un lit double. Toutefois, il n'y avait pas d'ascenseur, ni de service petit-déjeuner. Finalement, les jeunes mariés avaient renoncé à cette idée, pensant que l'accès aux chambres via un escalier de pierre contenant 125 marches était difficile pour leurs parents et la nonna. Ils avaient donc réservé dans un hôtel tout confort, via Sistina et proche de la Piazza di Spagna, à 300 mètres de la Villa Médicis. En effet, le couple n'avait pas totalement fait l'impasse sur le siège de l'Académie de France, et la réception du dimanche allait y avoir lieu. Éléonore avait aidé son beau-frère dans ses démarches, avec l'intervention d'Alan Wilson et de ses connaissances pour réserver. Plusieurs espaces charmants et exclusifs de la villa étaient disponibles pour l'organisation d'événements dans des lieux riches d'histoire et d'élégance, tels le grand salon, la salle de musique et les grandes galeries de Ferdinand de Médicis, la salle de cinéma Michel Piccoli, ou bien dans les espaces à l'extérieur de la loggia, des jardins et de la terrasse du Bosco. Laurent s'était contenté de réserver le salon de musique et la terrasse du Bosco donnant sur les jardins. En réalité, grâce à Wilson, ils allaient avoir accès au jardin sans restriction le jour du mariage, dans la mesure où ce dernier s'était intronisé photographe officiel du mariage, à la grande joie du marié qui était fan de ses réalisations. À quelques pas de leur hôtel et de la Villa Médicis, le cortège n'aurait qu'à traverser le parc de la Villa Borghese, le plus beau parc de la ville, pour se rendre à l'église Santa Maria Immacolata à Villa Borghese, dont le portique, avec ses 4 colonnes de style dorique, offrirait une arrivée magnifique dans l'édifice. Les mariés et leur cortège pourraient aussi déambuler dans le parc, au gré des allées bordées d'arbres et de sculptures,
faire un tour du lac en barque et contourner le joli temple d'Esculape. Ce havre de paix, avec sa collection d'œuvres d'art et de sculptures, permettrait aussi à Wilson de faire de magnifiques photos, sans compter celles qu'il pourrait faire de la terrasse du Pincio, avec la plus belle vue sur Rome, avec en point de mire le magnifique dôme de la basilique Saint-Pierre. Pour ceux qui ne connaissaient pas Rome, comme Claudia, Thomas, Dieter, Lindsay et son frère Sean, le mariage avait lieu dans un quartier du centre historique de Rome. Le mariage était aussi l'occasion de rencontrer les parents de Gabriella, Vincenzo et Giovanna, sa jeune sœur Monica, ainsi que son frère Fabio, sa femme Valentina et leur fils de 2 ans, Enzo. Fabio ressemblait beaucoup à Gabriella, mais Monica était aussi blonde que sa sœur était brune, avec cependant les mêmes yeux bruns. La famille Lombardi était originaire de Cuneo, dans le Piémont, et y vivait toujours. Leur fille avait d'ailleurs fait ses études à Turin et avait ensuite suivi son petit ami de l'époque à Rome en 1995 et y était restée après leur rupture 2 ans plus tard. Fabio, médecin généraliste, vivait à Turin avec sa petite famille. Monica, quant à elle, était traductrice pour une maison d'édition de Milan. Chiara et Jean s'étaient naturellement rapprochés des parents Lombardi et leur avaient présenté leur famille d'Ischia. Lorsque Gabriella avait présenté Éléonore et François, ainsi que Lisa à son frère et à sa sœur, ils s'étaient rapidement trouvés de nombreux points communs. François et Fabio partageaient le même métier. Max et Sarah complétèrent la team soignant. Éléonore jouait sur plusieurs tableaux, puisqu'elle parla à bébé avec Valentina, et découvrit qu'elle et Monica avaient toutes les deux une passion pour la danse qu'elles pratiquaient toujours comme loisir. Gabriella avait beaucoup parlé du couple à sa petite sœur et évoqué le passé de danseuse de sa belle-sœur qu'elle adorait. François et son épouse les intégrèrent au groupe des jeunes Vass et Mazzella, auquel il fallait ajouter Steph. Quant à Lisa, elle s'intéressa beaucoup à Enzo, lui faisant des grands sourires, et gesticula jusqu'à ce que sa mère se baisse pour qu'elle lui fasse un câlin. Quand les Bavarois revinrent avec lui, les jeunes Lombardi firent rapidement connaissance, notamment Valentina et Monica, ravis de se retrouver avec un groupe de danseurs et de musiciens. Gabriella et Éléonore se chargèrent des présentations auprès des Lombardi. Lindsay et Sean étaient les seuls anglophones du mariage, mais heureusement les frères Vass, tout comme Éléonore et les Allemands, maîtrisaient l'anglais. Ils rencontrèrent une autre personne qui le parlait parfaitement, Monica. Ce mariage promet d'être intéressant à tout point de vue, se dit le jeune Écossais, plein de jolies filles, dont une célibataire de son âge, plutôt jolie et blonde de surcroît, même si selon ses critères, Éléonore restait la beauté incarnée. Sean retrouva avec plaisir Louis, avec lequel il avait sympathisé lors du mariage de sa sœur. Le mariage civil eut lieu à l'Ufficio Comunale du quartier Campomarzio à 16h30. Comme Laurent n'était pas italien, les mariés ne pouvaient contracter de mariage concordataire. Comme en France, ils furent obligés de passer par la case-mairie avant leur mariage religieux. À la différence de son frère aîné, cependant, tout se passait en Italie. L'union civile fut très simple et suivie d'un buffet froid à l'hôtel. Dimanche 9 septembre 2001. Éléonore s'était réveillée vers 8 heures. François s'était accoudé et l'observait amoureusement, passant sa main dans ses cheveux d'or clair, ce qui enflammait ses sens. Il souleva quelques mèches pour dégager son cou et y déposer des baisers. Les yeux fermés, elle s'abandonnait aux lèvres de François, qui lui mordilla le cou, effleura sa nuque, ses épaules et ses bras. Puis il l'enlaça et s'empara des 2 seins. Éléonore sentit son membre dur et brûlant contre elle. Elle se retourna pour le prendre dans ses mains, le caressant avec un mouvement de va-et-vient qui le fit frémir. Quand il sentit sa bouche s'emparer de son membre viril, inondé d'ondes de plaisir, il ferma les yeux, tout en glissant ses doigts dans la douce chevelure. Éléonore le prit encore plus profondément, et il crut qu'il n'allait pas pouvoir se retenir plus longtemps. Il la fit basculer sur le dos et l'étreignit pour l'embrasser, lui entr'ouvrant les lèvres pour la fouiller de sa langue. Elle aimait sentir ses lèvres presser les siennes, sa langue explorer sa bouche. Il la serra dans ses bras avec force et la couvrit de baisers. Elle répondit à son étreinte avec fougue. Il s'arrêta pour reprendre son souffle. Il voulait faire durer le plaisir. Elle le désirait, et lorsqu'il se pencha pour baiser son nombril, elle ferma les yeux et s'offrit tout entière. Il caressa ses seins, puis sa main glissa le long de ses courbes jusqu'à sa cuisse.
François remonta de l'intérieur de sa cuisse jusqu'à son ventre, avant d'effleurer de ses lèvres son nombril, son estomac et ses seins. Ses mains douces avivaient le désir de la jeune femme, qui s'accrut lorsqu'il descendit entre ses seins, qu'il enserra, titillant avec sa langue un mamelon, puis l'autre. Éléonore se souleva pour se presser contre lui, s'abandonnant aux ondes de plaisir qui la parcouraient. De sa langue ardente, François redescendit, décrivant des cercles jusqu'à sa toison dorée. Il s'enfonça un court instant dans son intimité et effleura le siège de son plaisir. Elle tendit ses hanches vers lui en laissant échapper un cri. Il se nicha entre ses cuisses, plongea dans les replis de sa vulve avec gourmandise et la fouilla de sa langue exigeante avant de pénétrer dans son vagin. Sous la volupté de ses coups de langue, Éléonore gémissait, de plus en plus haletante. Le monde extérieur n'existait plus. Soudain, l'explosion l'emporta, lui arrachant un cri. Secouée de spasmes, elle l'étreignit, se hissant vers lui comme pour le supplier de satisfaire l'irrésistible envie de sentir en elle sa virilité. Comprenant son désir intense, François se redressa et la pénétra de son membre turgescent. Elle sentit le sexe dur entrer en elle, se souleva pour lui ouvrir l'accès davantage et l'enserra afin qu'il s'enfonce au plus profond de son vagin avide. François ne cessait de s'émerveiller qu'ils fussent si bien assortis. Il se retira enfiévré par la sensualité de la caresse sur son membre, et sans retenue plongea de nouveau, tandis qu'elle se collait à lui pour ne rien perdre de sa fougue. Il atteignit presque le paroxysme de son plaisir, mais l'intensité se calma, et il continua son mouvement de va-et-vient, encore et encore. À chaque coup, la jouissance montait en lui, et Éléonore le sentait tout en elle. Elle perçut la respiration de François s'accélérer, à l'instar de la sienne, pendant que leurs gémissements se mêlaient. Soudain, il cria son nom. Elle se pressa contre lui, et une immense explosion les submergea. Après quelques coups ultimes, il se reposa sur son corps souple. « Cela faisait si longtemps, dit François. Avec tout le travail que j'ai eu, nous jouions à cache-cache tous les deux. Toi-même, tu étais si fatigué que chaque soir tu t'endormais contre moi avant que j'aie eu le temps de t'embrasser. C'est vrai, à moi aussi tu m'as manqué. Mais quand tu dis longtemps, on croirait que nous n'avons pas fait l'amour depuis des semaines, dit Éléonore en lui souriant. Une semaine, c'est trop long. Tu oublies que tu as déjà tenu 2 fois 3 mois? J'étais loin de toi et nous faisions l'amour par téléphone. Mais là, te sentir tout contre moi et ne pas te faire l'amour, c'était un vrai supplice. Nous allons rattraper le temps perdu pendant les vacances, mon amour. Et tout de suite, si tu te sens en forme, répondit-elle en le renversant pour s'allonger sur lui. Comme si tu ne le sentais pas déjà. La cérémonie devait avoir lieu à 14h30. Tout le monde avait donc déjeuné tôt au restaurant de l'hôtel pour être prêt à l'heure. Un buffet avait été préparé comme la veille au soir. La mariée était magnifique dans sa robe ivoire fluide en mousseline, avec un décolleté en V devant et de la dentelle parant le col, les manches courtes et le dos transparent. Elle avait gardé ses cheveux lâchés, légèrement ondulés, et son voile de tulle ivoire était retenu par une tiare en perles et diamants de style édouardien, qui était en fait un élément d'un collier dont la chaîne arrière, comportant des perles, était amovible. Ce diadème était assorti aux boucles d'oreilles formées d'une perle et d'un diamant, ornant les oreilles de Gabriella, et au collier de perles qui parait son cou. Ces bijoux précieux lui avaient été prêtés par Éléonore, et venaient de la cassette d'Ussé. François avait été estomaqué de voir sa femme prêter de tels bijoux, alors qu'elle-même n'avait porté, le jour de son mariage, que les boucles d'oreilles et le peigne d'Ussé. La jeune femme avait alors avoué à son mari ébahi que les boucles d'oreilles formées d'une émeraude et de diamants qu'elle avait arborées et qu'elle portait de nouveau pour le mariage de Laurent et Gabriella valaient 3 fois plus que les bijoux que la mariée portait. Le bouquet rond de cette dernière était composé de fleurs dans les tons rossaumon, blanc et vert, composé de roses, gerbera, alstroméria, santini et feuillage. Le marié n'était pas en reste dans un très beau costume de pièces marines et nœuds papillons. Fabio et Éléonore étaient les témoins de Gabriella. Louis et Laura étaient les témoins de Laurent. La jeune maman portait une robe courte d'un violet profond qui mettait en valeur ses yeux verts, avec 2 lanières croisées marquant son dos nu, un corsage en tulle et dentelle pailletée et une jupe évasée en mousseline.
Elle avait noué ses cheveux en un chignon déstructuré, souligné par le peigne d'Ussé, avec des émeraudes et des strass. Elle portait aussi les boucles d'oreilles d'émeraude de sa famille et sa bague de fiançailles. À ses pieds, elle portait des escarpins de la même couleur que sa robe et qui mettaient en valeur ses jambes fuselées. François, comme le marié, était très élégant dans son costume marine, mais il avait préféré la cravate au nœud papillon. Il contemplait sa femme avec un regard qui en disait long sur ses sentiments et comprenait les regards d'admiration qu'il voyait chez les autres. Il n'avait pas besoin de parler pour lui dire « je t'aime » quand ils se trouvaient séparés comme pour cette cérémonie. Mais dès qu'il était avec elle, il n'avait jamais assez de mots pour lui dire son amour. Il était son fan numéro 1. Juste à ce moment, les yeux verts d'Éléonore croisaient les siens et lui criaient « je t'aime ». Leur regard ne se lâchait pas. Il fallut que Claudia le secoue pour qu'il cesse sa contemplation. Le cortège allait démarrer. Et comme Louis était témoin comme Éléonore, la jeune Allemande avait décidé de donner le bras à François, lui aussi esselé. « Ne t'inquiète pas, François, tu vas la retrouver sous peu. »« Je ne m'inquiète pas. Je lui disais simplement « je t'aime » avec les yeux, et elle aussi. Vous m'étonnerez toujours tous les deux. » Steph, voyant que Claudia cheminerait avec son beau-frère, vint offrir son bras à Valentina. Il y avait à peu près un quart d'heure de marche entre la Villa Médicis et l'église Santa Maria Immacolata à Villa Borghese. Ce mariage correspondait aux idéaux écologiques des frères Vasse. Pas de voiture. L'idéal. Laurent menait le cortège avec Chiara. Ils étaient suivis par les témoins, Éléonore et Fabio, puis Laura et Louis, puis Giovanna et Jean, Alberto entre Margherita et Nonna, les autres invités et enfin la mariée avec son père Vincenzo. François portait Lisa dans ses bras et juste derrière eux, Valentina avait confié Enzo à Steph. Lisa faisait ses plus grands sourires au petit garçon, mais ce dernier s'intéressait plus aux feuilles des arbres qui ombrageaient quasiment tout le trajet. La baby-sitter engagée par Laurent n'était pas très loin avec une poussette pour jumeaux et le goûter des deux petits. La petite église située à l'intérieur de la Villa Borghese, près de la Piazza di Siena, se trouvait à côté de la Casina di Raffaello. Éléonore était parmi les premières avec les autres témoins à entrer derrière le marié. De sa place, au premier rang derrière la mariée, elle voyait François qui n'était pas loin, au second rang dans la travée de droite. Comme témoin de la mariée, elle se retrouvait du côté de la famille Lombardi. À l'intérieur, Lisa et Enzo furent installés dans la poussette l'un à côté de l'autre, près de François et Valentina, qui, elle, se retrouvaient au milieu des Vasse Mazzella. La fillette faisait toujours de grands sourires au garçonnet, qui regardait alternativement le doudou marmotte qu'elle tenait contre elle et ses grands yeux bleus turquoise qui le fixaient. Il serrait contre lui son doudou lapin, le pouce droit dans la bouche. Valentina les trouvait craquants tous les deux et incita son fils à faire un câlin à Lisa. « Enzo, pulcino, abbracci Lisa. Guarda, è simpatica. Ti regala bellissimi sorrisi. » Le petit garçon se pencha alors vers le bébé pour lui faire un bisou sur la bouche, sous les yeux amusés des adultes, d'autant que Lisa se mit à rire et à faire des vocalises. Puis, elle imita Enzo, serrant son objet transitionnel et mit son pouce dans sa bouche, tout en continuant à darder son regard bleu lagon sur le garçonnet. Sous la poussette, le plus discrètement possible, Louis vint récupérer sa guitare avant l'entrée de Gabriella et la voix d'Éléonore s'éleva pour chanter un titre de Bob Dylan, « Make You Feel My Love ». En la chantant, elle regardait François. « When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. » Les mariés avaient commencé par un mot de bienvenue pour remercier leurs invités de s'être déplacés en Italie. Après la lecture des textes choisis par Laurent et Gabriella et le mot d'accueil du prêtre,
Vint assez rapidement l'échange des consentements. L'officiant passa ensuite à la bénédiction des alliances, amenée par Lucrezia et Enzo. La voix d'Éléonore emplit de nouveau l'église avec Volevo dirti che ti amo, toujours accompagnée par Louis et le regard fixé sur François. Pendant la signature des registres par les mariés et les témoins, Lindsay prit le relais de sa belle-sœur pour chanter « My love is your love », accompagnée par un Dieter au violon pour remplacer Louis. L'infirmière jetait toujours des regards vers François sur les refrains et le dernier couplet. À la fin de la cérémonie, accompagnée par le violon de Dieter sur Ti amo, les mariés quittèrent l'église avec le traditionnel lancer de riz par les plus jeunes qui étaient sortis avant pour l'occasion. Le cortège déambula dans le parc, véritable havre de paix loin des klaxons et des rues bondées de la capitale, au gré des allées bordées d'arbres et de sculptures. Les mariés et leurs invités purent apprécier le calme, les grandes pelouses, les magnifiques pins parasols, les fontaines idylliques et les petits lacs artificiels sur le chemin du retour, tout ce qui conférait au parc un charme particulier et pittoresque. Wilson loua plusieurs barques pour prendre des photos des mariés sur le petit lagon situé au milieu du parc, le laghetto di Villa Borghese, mais aussi des jeunes couples, prétexte pour prendre des photos d'Éléonore et François, qui, lorsqu'ils se retrouvèrent à deux, firent comme s'ils étaient seuls au monde dans leur bulle et contournèrent en barque le joli temple d'Esculape. Juste avant de rejoindre la Villa Médicis, ils montèrent les marches qui mènent au Pincio, une petite colline située devant le parc, pour la vue qu'offrait le petit square Piazzale Napoleone sur la ville de Rome et le splendide dôme de la basilique Saint-Pierre. Wilson put y prendre de magnifiques photos des mariés, mais il n'oublia pas ses deux modèles favoris, qu'il photographia enlacés devant la vue, alors qu'il ne se savait pas observer. Il prit aussi quelques photos d'eux avec Lisa. Les mariés et leur suite revinrent à la Villa Médicis vers 17h30. L'équivalent du vin d'honneur français fut servi sur la terrasse du Bosco avec un buffet d'antipasti. La baby-sitter, Sophia, engagée par Laurent, s'était occupée des deux petits qui avaient fait leur sieste dans la poussette dans le parc. Depuis leur retour à la villa, Lisa, bien réveillée, était passée de bras en bras. Éléonore et François s'isolèrent pour le repas de leur bébé. C'était l'occasion pour eux de se retrouver seuls et s'embrasser à loisir, pendant que Lisa, repue, jouait dans la poussette. Mais ils n'allèrent pas plus loin et revinrent bien sagement avec leur petit trésor. Wilson se demandait où ils étaient passés. Il fut soulagé de les voir redescendre et confier Lisa à sa grand-mère. Il les vit se diriger vers le bord de la terrasse, avec chacun une flûte de prosecco, et se dit qu'il aurait sûrement de beaux clichés à faire de ces deux-là sous peu. Quand le moment du banquet arriva, les mariés avaient organisé des tables de 6 à 8 personnes. À la table d'honneur, celle des mariés, se trouvaient leurs parents et nonna. Proche de cette table d'honneur, une table pour les témoins et leurs conjoints, et une table pour les frères et sœurs du marié, à laquelle se trouvaient également Alberto et Margherita. Et ensuite, il y avait les tables pour les autres cousins et amis des mariés. Il y avait en tout une quarantaine d'invités. Lucrezia et Enzo, tout comme Lisa, avaient déjà pris leur repas et avaient été confiés à la baby-sitter, qui allait s'en occuper dans la chambre de François et Éléonore, à l'hôtel, à 400 mètres de la villa. Les parents avaient accompagné leurs enfants respectifs pour un câlin avant de les mettre au lit et étaient ensuite revenus pour poursuivre la soirée. Les mariés avaient choisi un menu typiquement romain qui réjouit les papilles des Français et des Italiens ainsi que celle des 3 Bavarois habitués. Lindsay, qui connaissait surtout la cuisine du sud de l'Italie, découvrait les spécialités romaines, tout comme son frère. Avant l'arrivée du gâteau, il y eut le lancer de bouquets dont le DJ annonça l'imminence et passa la chanson de Cyndi Lauper, « Girls Just Want to Have Fun ». C'était enfin une occasion de se lever pour ceux qui avaient des fourmis dans les jambes et de digérer un peu. Gabriella attendit que les candidates se placent derrière elle, à une certaine distance. Il y avait derrière les célibataires, Laura et Monica, et celles en couple mais pas encore mariées, comme Claudia et Sarah. La nouvelle épousée faisait durer l'attente en dansant sur place. Les candidates durent attendre plus de 2 minutes avant qu'elles se décident. « Vous êtes prêtes ?» ?»« Oui, répondirent les célibataires. Le bouquet s'éleva dans les airs et atterrit dans les bras de Claudia, qui avait sauté plus haut que les autres. « Encore un mariage chez les Vasse, murmura Éléonore à François.
Les mariés se rejoignirent pour couper le gâteau. Quand le DJ jugea le moment venu, il invita tous les convives à se lever pour la traditionnelle tarentelle napolitaine que tous connaissaient en dehors de Claudia et Sean. Tous avaient besoin de bouger après être restés si longtemps assis. « Et maintenant, les mariés vont ouvrir le bal », annonça l'animateur de la soirée. Gabriella était déjà sur la piste. L'introduction de « Can You Feel the Love Tonight » d'Elton John donna le signal aux mariés qui commencèrent à danser une valse avec quelques portées simples qui firent leur effet. François reconnut la patte d'Éléonore. « Tu as fait comment » lui demanda-t-il. « Attends, ce n'est pas fini, Gabriella te l'expliquera. Après. » En effet, dès l'intro de « You're the one that I want », François vit son frère jouer le rôle de Travolta très au sérieux en tombant la veste, la faire tournoyer et l'envoyer droit sur lui. Les mariés furent très convaincants sur ce jive simplifié. Leur prestation fut très applaudie et Gabriella prit la parole. « Nous tenons tous les deux à remercier notre chorégraphe qui nous a entraînés le plus souvent séparément et a eu peu de temps pour corriger les imperfections. Merci à toi, Ellie. Et maintenant, j'aimerais que tu danses avec François pour me faire plaisir sur Time of My Life et sur Ti Amo. » Éléonore regarda François. « Avons-nous le choix ?»« Pas vraiment, répondit-il. » L'introduction de Ti Amo emplit la salle. Le couple commença à danser leur valse, mais juste après le 4e porté et avant le second refrain, l'émotion s'empara d'eux comme à chaque fois pendant quelques secondes avant qu'ils se reprennent. Dans les bras l'un de l'autre, ils se chuchotaient des mots d'amour, applaudis par les invités émus jusqu'aux larmes pour certains. Ces deux-là s'aimaient d'un amour fou. Ils enchaînèrent avec le mambo sur la musique de Dirty Dancing. Ceux qui les voyaient danser cette chorégraphie pour la première fois retinrent leur souffle quand ils virent François reculer. « Non, ils ne vont pas faire ça », se dirent certains. Éléonore s'élança pour un porté largement aussi réussi que celui du film, avant de poursuivre et finir par un baiser. Wilson n'avait pas perdu son temps. Une fois de plus, il aurait des images sublimes. Pourquoi pas une suite pour le livre sur Venise et les amoureux, quelque chose comme Escapade amoureuse à Rome ou Les amoureux de la ville éternelle, se dit-il. Les mariés invitèrent tout le monde à venir danser. Le DJ passa à leur demande un tango et une valse pour qu'ils puissent danser avec leurs parents et beaux-parents. Ils commencèrent par le tango sur Sweet Dreams des Eurythmics, accompagnés par l'équipe de danseurs. François avec Éléonore, Thomas avec Claudia et Steph avec Monica. David et Lindsay, Fabio et Valentina les rejoignirent pour la valse sur Alléluia de Jeff Buckley. François était inspiré pour les porter jusqu'à faire un neck wrap. Ils dansèrent ensuite avec les différents invités. Les jeunes et moins jeunes s'élancèrent sur la piste pour continuer la fête sur les titres du moment. La mariée et Éléonore passèrent de bras en bras, tout comme Claudia, Monica, Valentina et Sarah, en forme malgré sa grossesse déjà avancée. François, Steph et Thomas ne manquaient pas non plus de partenaires de danse, jusqu'à ce que la belle infirmière rejoigne son médecin de mari. « J'ai envie d'aller prendre l'air, dit Éléonore, si nous allions dans le jardin. »« Bonne idée. J'ai envie d'être un peu seule avec toi. » Elle l'entraîna vers la loggia, puis dans les jardins. Sur la pelouse, elle enleva ses chaussures pour sentir l'herbe sous ses pieds. François la prit dans ses bras pour la faire tournoyer. La musique leur parvenait un peu assourdie. Le DJ avait annoncé une série de slow, dont le premier fut « You're Still the One » de Shania Twain. François reposa la jeune femme pour la faire danser avec des mouvements d'une tendresse incroyable, la soulevant, la portant tout contre lui. Ils continuèrent ainsi à danser seuls dans l'obscurité sur le titre de Percy Sledge, « When a Man Loves a Woman », qui leur parvenait à distance. De la terrasse, Wilson les voyait évoluer et prit quelques beaux clichés des deux amoureux. Il lui offrait les images de beauté qu'il recherchait toujours pour ses œuvres. Il les photographia encore alors qu'il s'éloignait dans la pénombre, la main dans la main. Il rentra à l'intérieur de la villa où la fête battait son plein. Il fut intercepté par Claudia. « Mr. Wilson, vous avez vu Éléonore et François? Ils ont disparu depuis un moment. »« Ne vous inquiétez pas, Roméo et sa Juliette se promènent dans les jardins. »« Je ne suis pas sûre qu'ils ne fassent que se promener, intervint Louis. »« Peu importe,
Ils étaient tellement beaux tous les deux dansant sur la pelouse, enlacés, amoureux, ajouta le photographe. C'est vrai qu'ils s'aiment comme au premier jour, dit Louis, soudain redevenu sérieux. Si ce n'est plus. Les amoureux réapparurent après avoir fait le plein de baisers et de caresses pour un moment. Ils réintégrèrent la piste de danse pour danser une rumba sur Eternal Flame dans la version des Atomic Kitten, avant d'enchaîner une série de danses latines, dont une salsa sur Ain't It Funny de Gillo et un cha-cha-cha sur Fuoco nel fuoco de Rosa Ramazzotti. Steph avait des envies de samba et avait prévu son coup. « Tu peux aller enfiler ça, ma belle ?» demanda-t-il à Éléonore en lui tendant un petit sac. Elle s'esquiva quelques instants pour enfiler la robe, faite d'une jupe courte frangée et d'un haut pailleté du même violet que l'était la robe qu'elle venait d'ôter. Pendant ce temps, les danseurs de salsa avaient continué à danser. Éléonore fit donc son retour sur Samba de Janeiro, emmenant tout le monde au Brésil, et elle continua avec Thomas sur Volare avant que François ne vienne revendiquer sa place sur Un, dos, tres Maria avec des portées qu'il adorait faire avec elle. Mais Steph et Thomas n'avaient pas dit leur dernier mot et vinrent récupérer leur danseuse préférée pour une salsa à trois sur Let's Get Loud avec des portées de fou. Il y avait clairement une battle pour rire entre les trois hommes, puisque François récupéra sa femme pour la salsa suivante sur Mambo No. 5. Puis ce fut le tour des jives avec Thomas sur Maniac et avec Steph sur Footloose. Le jeune médecin ne voulait pas s'avouer vaincu, et lui, dont ce n'était pas la spécialité, entraîna sa belle sur un jive endiablé sur la bamba, et il la garda précieusement pour la danse qu'il préférait, la danse de l'amour, la rumba sur She d'Elvis Costello, puis She's the One de Robbie Williams. Il ne la lâcha pas plus pour les titres de Santana, Smooth et Maria Maria. À part les plus âgés, tous étaient sur la piste pour danser en couple ou en solo. Les hits récents étaient passés. Ils s'attaquèrent aux années 90 et 80 avec Michael Jackson, Prince, Madonna. Éléonore dansa une autre rumba avec l'homme de sa vie sur You're So Beautiful de Joe Cocker. « C'est vrai que tu es belle, lui murmura François, que tu es tout ce que j'espérais dans la vie, et tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu m'as apporté joie et bonheur, tu es mon rêve, la lumière qui me guide dans la nuit, un don du ciel, et j'ai envie de toi. » La dernière phrase n'est pas dans la chanson, répondit-elle. Mais moi aussi, j'ai très très envie de toi. Elle récupéra la robe qu'elle avait enlevée au passage et se laissa entraîner vers leur hôtel. Fabio, Valentina, Matteo et Vittoria avaient déjà récupéré leurs enfants. Ils allaient libérer la baby-sitter et pouvoir se consacrer l'un à l'autre. Lové dans le dos de sa femme, François commença à la caresser, heureux de respirer son odeur et de sentir sous sa main la chaleur de son corps dont il explora tous les contours, depuis l'extrémité de ses doigts jusqu'au bas du dos, si sensible aux caresses, puis ses fesses jusqu'à ses chevilles. Chatouilleuse, elle recula ses pieds quand il en caressa la plante. Il remonta alors vers sa poitrine et il sentit la pointe de son sein durcir à l'intérieur de sa paume. Il se pressa contre son dos pour embrasser ses épaules et son cou. Son sexe était en érection, mais il contrôlait son désir, préférant se retenir encore. Éléonore se retourna vers lui pour le contempler. Elle aimait tout chez lui. Son corps et son visage parfaits, ses yeux si incroyablement bleus et irrésistibles. Un seul regard de lui, et elle avait aussitôt envie de faire l'amour avec lui, le cœur battant à tout rompre. François la contempla. Elle était si belle. Son visage, sa chevelure, ses jambes, ses seins, tout chez elle était magnifique. Il la prit dans ses bras, plaqua ses lèvres contre les siennes et l'étreignit. En sentant son sexe contre son ventre, Éléonore fut envahie par une vague de désir. François avait en vain espéré se contrôler. Il lui prit avidement la bouche, puis suça un de ses seins. Sa main descendit vers son pubis, et ses doigts pénétrèrent dans son vagin chaud et humide. Éléonore émit un léger cri quand il toucha et caressa son bouton érigé et se pressa contre lui en gémissant. Elle poussa un cri passionné quand il la pénétra. Il se sentit enveloppé par sa chaleur intime, tandis qu'elle se glissait vers lui pour l'accueillir le plus profondément possible. François était sur le point de jouir et poussait des cris en sentant que le moment approchait. Une déferlante les entraîna ensemble jusqu'au sommet. Parcourus de frissons, ils avaient atteint l'extase totale. Ils restèrent soudés l'un à l'autre de longues minutes
avant que François quitte le corps de sa belle partenaire. Lundi 10 septembre 2001. Le lendemain du mariage, dès 8h30, Éléonore et François, avec Lisa en poussette, avaient entraîné David, Lindsay, Louis, Claudia, Max, Sarah, Thomas, Dieter et Sean. Monica s'était jointe au groupe. Un rapprochement semblait s'être opéré entre l'étudiant écossais et la jeune italienne. Wilson les suivait à distance, car il s'intéressait surtout à 2 d'entre eux. Leur hôtel leur offrait l'avantage d'être à proximité des plus grands monuments. Il se trouvait en effet dans l'épicentre qui constituait la ville antique, située dans la zone entre le Largo Argentina et le Colisée, et entre le Tibre et les rues du Rione Monti. Le Forum romain était son centre, mais il y avait des points à voir comme la Piazza Venezia, la plus fréquentée de Rome, avec le monument Vittoriano, le Colisée ou bien le Largo Argentina, avec les ruines de plusieurs temples. La colonne de Trajan, surmontée de Saint-Pierre debout comme s'il surveillait la ville, était un excellent repère et une indication de la direction du Vatican. La ville ancienne où ils avaient la chance de résider pendant leur séjour était la clé de voûte des quartiers comme Centro, Colonna, Trevi, Monti, Cielo et Testaccio. Centro, Colonna et Trevi constituaient la partie principale du centre historique et abritaient toutes les places principales de Rome, y compris la Piazza Navona, le Campo dei Fiori, le Panthéon et Trevi. Monti, où se trouvait la Villa Médicis, était la partie préférée des bobos de Rome, et Cielo était un quartier calme et résidentiel. Quant à Testaccio, traditionnellement de classe ouvrière, il était connu pour ses boîtes de nuit. Juste à côté de leur hôtel, la Piazza di Spagna, l'un des lieux emblématiques de Rome avec l'escalier fleuri de Trinità dei Monti et à ses pieds la Fontana della Barcaccia, sculptée par Bernini, fut la première étape de leur visite à Rome. « Savez-vous pourquoi la Piazza di Spagna s'appelle ainsi » demanda Éléonore. « Peut-être parce que les pavés ont été posés par des Espagnols, hasarda Louis. »« Non. Tout simplement parce que ce bâtiment qui donne sur la place abrite l'ambassade d'Espagne. » De la Piazza di Spagna, ils prirent la Via del Tritone, puis la Via della Stamperia pour atteindre la fontaine de Trevi. Il était encore assez tôt et les touristes étaient encore peu nombreux. Ils purent donc approcher suffisamment pour jeter une pièce dans la fontaine en faisant un vœu. La légende veut que ceux qui jettent une pièce dans l'eau, d'eau à la fontaine, reviendront sûrement à Rome. Éléonore et François attendirent que les autres s'éloignent un peu pour sacrifier au rituel. Wilson ne manqua pas de prendre quelques belles photographies de ses 2 modèles favoris devant l'une des plus belles fontaines du monde, ornée de sculptures de dieux romains, de tritons et de chevaux. Ils se promenèrent un peu dans les rues étroites autour de la fontaine. François sourit en voyant Éléonore se diriger vers le magasin d'un des meilleurs glaciers de la ville. La jeune femme les emmena vers la Piazza Venezia. C'est ici qu'avaient lieu les immenses rassemblements de foule à l'occasion des discours de Benito Mussolini, à l'époque du fascisme. Le Duce regardait du balcon du Palazzo Venezia et prononçait ses célèbres monologues. Aujourd'hui, cette place est l'un des endroits les plus populaires pour les touristes. Là, juste devant vous, vous avez le majestueux Altare della Patria et la tombe du soldat inconnu. Elle les mena ensuite aux 2 sites les plus attendus, les forums impériaux et le Colisée. Ils avaient prévu de les visiter et Éléonore avait donc réservé les billets groupant la visite des 2 sites. Dans les forums impériaux, série de places monumentales, construites pour célébrer la grandeur des empereurs de la Rome antique, les vestiges en firent rêver certains, catapultés dans un monde composé de centurions, de chars et de gladiateurs. Dans les environs immédiats, ils arrivèrent au Colisée et à l'Arc de Constantin. Après la visite de l'emblématique amphithéâtre romain, le groupe fit une pause déjeuner régénérante au Gran Café Rossi Martini. Tout en donnant son repas à Lisa, Éléonore s'inquiéta de la forme de Sarah. « Comment te sens-tu, ma belle ? N'hésite pas à me dire si tu es fatiguée, nous pouvons abréger. De toute façon, voir Rome et s'en imprégner, c'est impossible en un jour. »« Ne t'inquiète pas, Élie, tout va bien. » Ils reprirent la route vers le Panthéon et la Piazza Navona. En arrivant au Panthéon, Éléonore leur donna quelques précisions. Le dôme du Panthéon est en granit et il a la particularité d'être percé au centre. C'est l'un des symboles les plus célèbres de la Rome antique. Il est encore utilisé aujourd'hui comme basilique et abrite les tombes de certaines des figures les plus importantes de l'histoire de l'Italie,
comme Raphaël. Et en face, sur la Piazza della Rotonda, il y a une fontaine en marbre avec un obélisque de 6 mètres de haut. Il y a souvent des musiciens de rue, mais aussi des pickpockets, donc soyez vigilants. Depuis le Panthéon, en quelques minutes, le groupe marcha jusqu'à l'une des places les plus célèbres de Rome, la Piazza Navona, avec la fontaine des 4 fleuves, sculptée par le Bernin, et derrière la fontaine, la belle église de Sant'Agnese. Il y a une légende sur cette fontaine, dit Éléonore. Elle raconte qu'en raison d'une rivalité entre Gian Lorenzo Bernini et Francesco Borromini, dans la fontaine des 4 fleuves, Bernini a sculpté le Nil avec un bandeau sur les yeux pour ne pas voir l'horrible église de Sant'Agnese in Agone, œuvre de son rival Borromini, juste pour se moquer de ce dernier. Et il a sculpté le Rio de la Plata avec une main tendue, comme pour se protéger de l'effondrement imminent de l'église. Le Danube et le Gange, eux, ont été sculptés par des disciples du Bernin. Après avoir admiré la Piazza Navona, ils marchèrent jusqu'à Lungotevere et traversèrent le Tibre au Ponte Sant'Angelo, et ses 10 statues d'anges, chacun portant un instrument de la Passion du Christ, symbolisant ainsi un chemin de croix. En marchant le long de la Via della Conciliazione, ils se retrouvèrent vite devant la place Saint-Pierre, avec la colonnade hypnotique du Bernin et la basilique du Vatican. Mais avant d'entrer dans la basilique, Éléonore les emmena visiter une partie des musées du Vatican et la chapelle Sixtine, pour lesquelles elle avait aussi réservé les billets. Elle donna un biberon et une compote à Lisa avant d'aller à la chapelle. « Je voulais surtout que vous voyiez la chapelle Sixtine, car pour visiter les musées, une journée ne suffit pas. » La jeune femme était toujours aussi émerveillée par la voûte, chef-d'œuvre de Michel-Ange, en particulier les 9 scènes où étaient retracés les épisodes de la Genèse, le plus emblématique étant la création d'Adam. À chaque fois qu'elle la contemplait, elle se laissait envahir par l'émotion. Dans ce lieu sacré, les fresques, telles les images d'un livre, rendaient plus compréhensibles les saintes écritures. Devant le jugement dernier, sur le mur du fond de l'autel, la vision des corps glorifiés d'un côté et ceux soumis à la condamnation éternelle de l'autre révélait la logique de la foi proclamée par l'Église. Je crois en un seul Dieu. Ce qui rendait ce lieu particulier, outre les fresques de Michel-Ange et d'autres peintres prestigieux, c'était que les cardinaux s'y recueillaient pendant le conclave et y désignaient chaque nouveau pape destiné à être le successeur de Saint-Pierre et l'évêque de Rome. Il y avait toujours beaucoup de touristes et beaucoup ne respectaient pas le silence, voire se bousculer dans ce lieu sacré, ce qui révulsait la jeune femme. La basilique Saint-Pierre fut la dernière étape de leur itinéraire dans Rome. À l'intérieur, il y avait de véritables trésors. Le dôme conçu par Michel-Ange, la verrière en bronze et le monument funéraire du pape Urbain VIII, réalisé par le Bernin, la Pietà de Michel-Ange, le mausolée de Clément XIII réalisé par Canova et la mosaïque de la Navicella de Giotto. Il y avait également les grottes vaticanes contenant les tombes des papes qu'ils ne visitèrent cependant pas par manque de temps. Ils rentrèrent tranquillement vers leur hôtel à pied, tout en discutant les uns avec les autres. Chacun donnait son avis et mentionnait le site ou la peinture, la sculpture qu'il avait préférée. « La fontaine de Trévi est vraiment magnifique, dit Lindsay. C'est vrai, c'est selon moi la plus belle fontaine du monde, avoua Éléonore. Moi, c'est la Pietà dans la basilique que je préfère, émit Sarah. C'est la future maman et l'infirmière réunies qui parlent, se moqua Max. Et toi, François? Il ne s'agit pas d'une sculpture, mais d'un tableau, même 2 tableaux. La naissance de Vénus et la Madone du Magnificat de Botticelli, qui sont au musée des Offices à Florence. Le visage de Vénus, comme celui de la Madone, me font penser à Éléonore. C'est vrai qu'il y a un visage de Madone, dit Steph. Je suis flattée, répondit l'intéressé. Justement, toi, quelle est ton œuvre préférée, s'enquit Steph? Il y en a plusieurs. J'aime beaucoup la sculpture représentant Apollon et Daphné qui se trouve à la Galerie Borghese, mais aussi le David de Michel-Ange qui est à Florence. David y a un regard franc, résolu, et c'est vraiment un chef-d'œuvre parce que la musculature est précise, les pectoraux particulièrement bien dessinés, on y voit même les veines apparentes sur les mains. Mais en réfléchissant, la sculpture que je préfère entre toutes est la statue du Christ voilé qui est à Naples, un gisant qui est dans la chapelle San Severo. Je n'ai jamais vu, dit François. Eh bien, la prochaine fois que nous irons à Naples, je t'emmènerai le voir. Qu'est-ce qu'il a de si particulier demanda Louis.
Le gisant représente le Christ mort, couché et recouvert d'un voile, qui épouse la forme de son corps, intervint-Dieter. Il est vraiment splendide. Oui, le sculpteur est parvenu à rendre le voile si fin qu'il laisse deviner les stigmates du martyre subi par le Christ. Cette sculpture est particulièrement émouvante, ajouta Éléonore. Sarah et Max avaient pris le relais avec la poussette pour que François et Éléonore puissent aussi profiter de la beauté de la ville, mais surtout marcher la main dans la main ou blottis l'un contre l'autre. Leurs meilleurs amis les connaissaient par cœur et savaient qu'ils avaient besoin de temps en temps de se retrouver, se toucher, s'embrasser. Ils se comportaient toujours comme au premier temps de leur relation, amoureux fous l'un de l'autre. Max et Sarah avaient été les premiers confidents, les premiers témoins de leur attirance mutuelle, de leur souffrance aussi, quand François ne voulait pas s'engager dans une relation plus intime, sans en expliquer les raisons alors qu'il en mourait d'envie.